Alors, poursuivons la discussion sur ces restrictions contre Ebola avec la directrice du laboratoire de préparation aux pandémies et aux urgences basé à l'Université McGill, Joanne Liu. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes également une ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, donc vous avez été sur le terrain. À quel point les quarantaines sont-elles efficaces si on n'a pas pu identifier clairement les zones touchées? Mais en fait, les quarantaines sont efficaces si on a vraiment des personnes qui sont à risque d'avoir été en contact avec des gens qui avaient la maladie. Donc, de façon aléatoire, faire des quarantaines, je ne pense pas que ça va être très efficace. Les quarantaines ciblées, possiblement. Donc, si on se rappelle en 2014-2016, qui est l'épidémie d'Ebola la plus grande dans l'histoire contemporaine de l'homme, 28 000 personnes d'infectées, 11 000 décès. Mais les gens qui avaient travaillé, des gens comme moi, qui avaient travaillé auprès des patients dans des centres d'Ebola, quand on rentrait au Canada, on se faisait une quarantaine de 21 jours et on faisait notre propre autosurveillance de nos symptômes de la fièvre. Il faut rappeler qu'on est seulement contagieux quand on présente des symptômes, notamment la fièvre. Alors, on est allé un peu plus loin sur les frontières parce que les documents d'immigration des ressortissants étrangers qui vivent actuellement en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud ou en Ouganda sont temporairement suspendus. Combien de temps devraient durer de telles limitations de voyage? Donc, c'est vraiment une façon de faire qui peut être discutable parce que ce que l'expérience nous a démontré, c'est que la meilleure façon de limiter la propagation d'un virus comme l'Ebola, c'est de vraiment augmenter les dépistages à la sortie des pays affectés. Donc, faire des questionnaires, faire des dépistages de fièvre, s'assurer que si les personnes ont eu des contacts avec des gens infectés, les mettre en quarantaine. Je crois que nos gouvernements ont voulu rassurer la population canadienne, mais il faut quand même être lucide par rapport à ça, que ça a des limites, qu'en plus, fermer des frontières, ben ça a aussi d'autres impacts. C'est que ça pousse les gens à faire des routes, des passages plus clandestins. Et au lieu de les prendre quand ils sont à la sortie d'un pays affecté, bien là, on les perd de vue. Ça aussi, ça décourage les pays qui sont affectés de partager de façon transparente le nombre de cas parce qu'ils se disent, bien, si j'en dis moins, mais peut-être qu'il va y avoir moins de restrictions. Puis en plus, ça peut ralentir le déploiement de l'aide dans les pays affectés. Par exemple, si on arrêtait des vols d'avions d'un pays à un autre, bien, du coup, l'aide arriverait moins vite ou peut-être les gens qui viennent donner un coup de main vont arriver moins rapidement. Est-ce que cela veut dire, Dr Liu, que sur le millier de cas possibles dont on parle actuellement, qui inclut tout le monde, il y a peut-être des chances qu'il y en ait beaucoup moins après le triage? À quel point la situation est vraiment grave si vous dites qu'il faut avoir des actions ciblées et passer par le dépistage? Oui, donc c'est une très bonne question. Donc, c'est sûr qu'il y a présentement un rattrapage au niveau du dépistage et de confirmation de cas. Et dans un premier temps, c'était fait un peu sur ce qu'on appelle une définition de cas. Donc, personne qui présente tel symptôme, considéré comme cas suspect. Présentement, on est en train de faire un rattrapage pour la confirmation des cas. Et donc, à ce jour, les cas confirmés, on parle de 321 cas confirmés et on parle de 48 décès. C'est relativement rassurant. Cela dit, et c'est pour ça que je mets un gros bémol, on l'avait connu en Afrique de l'Ouest pendant cette épidémie-là historique, c'est que des fois, on se rend compte qu'il y a une diminution de cas parce que les gens se présentent moins parce qu'ils ont peur, ne viennent pas se faire dépister d'une part. Puis il y a quand même aussi un fait qui est quand même inquiétant, c'est que les chaînes de transmission, donc les gens qui sont infectés par rapport à une autre personne, bien, il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont en fait distancés par plusieurs kilomètres, comme s'ils vivaient leur propre épidémie. Et donc ça veut dire que ça fait peut-être un petit moment que ça circule dans la population. D'accord. Mais très rapidement, Dr Liu, parce qu'on va sortir par là, à quand le vaccin? Mais pour l'instant, on parle d'un vaccin qui s'appelle RVSV Budibugyo, qui pourrait être disponible dans 6 à 7 mois, dans le cas de figure le plus rapide. Il y aura peut-être aussi un autre candidat par Oxford, l'Université d'Oxford, et là, ça pourrait être dans quelques mois, mais juste pour les essais préliminaires, probablement juste
de sécurité. Donc, on n'est pas au bout de nos peines et donc c'est pour ça qu'il faut continuer la déclaration rester prudent. Rester prudent, mais trouver les cas, les confirmer, les mettre en isolement, faire le suivi des contacts, faire des funérailles qui sont sécuritaires et dignes et s'assurer que la population est informée et éduquée parce que sans je vous dirais, l'adhérence de la population, ça va être très, très, très difficile de contrer cette épidémie. On va suivre cela dans les prochains jours. Docteur Joanne Liu, merci infiniment. Merci.